Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les enfants de la République, dont vous êtes l'invité Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Bonjour. Alors vous venez donc de consacrer un nouveau documentaire, le second, à la guerre d'Ukraine, en forme d'hommage au peuple ukrainien et à Zelensky. Son titre, Slava Ukraini, qui sort en salle le 22 février, donc la semaine prochaine. Alors d'abord, pourquoi ce second film, Bernard-Henri Lévy, et au-delà, pourquoi cet engagement pour l'Ukraine ? Pourquoi le second film ? Parce que je suis obstiné, un peu entêté, que je voulais filmer la suite de l'histoire. J'avais consacré un premier film, diffusé sur Arte au mois de juin. Et puis, je voulais continuer de filmer ce peuple héroïque, ces résistants héroïques qui se comportent si admirablement. Voilà, je voulais continuer l'histoire. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant ces 3 mois ? Vous avez passé 3 mois de septembre à décembre en Ukraine, donc passé à filmer la guerre de Kiev à Kharkiv, en passant par Kherson, Zaporizhzhia, Mariupol, Bakhmout, Odessa, Tchernobyl ou Ouman. Ce qui m'a marqué, c'est pas la même chose partout, mais enfin, globalement, l'extraordinaire dignité de ces gens qui vivent sous les bombes, qui vivent dans le froid et parfois la faim, dans la désolation la plus extrême, et qui continuent d'être fiers, d'être dignes. Une chose, par exemple, qui frappe, je trouve, enfin, j'ai l'impression, d'après ce que me disent les uns et les autres dans ce film, c'est le fait que les gens sourient. Voilà, il y a quelque chose. Sourient, mais ils font part aussi de leur détresse. Ah ben, ils font part de leur détresse. Il y a des femmes qui ont perdu la trace de leurs enfants. Il y a un homme sur une ligne de front à Corovillard qui est à peu près certain que son fils est mort et qu'il ne saura jamais où il a été enterré. Il y a bien sûr, il y a des soldats qui ont été confrontés aux miliciens Wagner. Mais donc vous avez fait le parti pris de filmer en Ukraine. Quand vous filmez les Ukrainiens, les soldats ukrainiens, les citoyens ukrainiens, est-ce que quelque part, vous pensez aussi aux Russes et aux soldats russes ? Je pense forcément aux soldats russes. Comment ne pas y penser ? Oui. Parce que les morts, c'est des deux côtés. Hein. Oui, les morts, c'est des deux côtés. Mais cette guerre, elle a été décidée par un homme, Vladimir Poutine, par un régime, le régime au Kremlin, et puis un peuple qui, jusqu'à nouvel ordre, semble le soutenir, en tout cas ne pas s'y opposer. Donc je ne peux pas y penser de la même manière. Mais bien sûr que je pense aussi aux malheureux bourriates qui ont été embrigadés dans cette guerre atroce et absurde, qui savent probablement quand ils arrivent sur les lignes de front, qui sont là pour satisfaire le caprice d'un dictateur, que cette guerre n'a aucune espèce de fondement et qui meurent. Alors, vous êtes écrivain, philosophe, cinéaste, chroniqueur, Bernard-Henri Lévy. Vous êtes aussi reporter, même reporter de guerre depuis 1971, pour votre départ pour le Bangladesh. Qu'est-ce qui fait, Bernard-Henri Lévy, que vous avez eu ce besoin constant de vous engager depuis 1971 et de témoigner, donc jusqu'en Ukraine aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait ? C'est ma manière d'être. Je ne suis pas un intellectuel en chambre. Je ne me complais pas dans le ciel des abstractions. J'aime bien aller y voir. J'aime bien aller au contact des choses mêmes, comme disait un philosophe qui m'a formé dans ma jeunesse. Et puis quand il n'y a personne, j'aime bien y être moi. Voilà, quand il n'y a personne. Alors on vous a souvent reproché, de vous mettre en avant. Qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs qui vous disent ça ? Il se met en avant et on dit aussi, Bernard-Henri Lévy, il est quand même courageux. Écoutez, en avant, je ne sais pas. Si ça donne cette impression, je suis navré parce que c'est pas mon intention et c'est pas mon ressenti. Moi, j'ai l'impression que c'est les Ukrainiens qui sont en avant. Ce sont
Ce sont ces soldats, ce sont ces paysans, c'est cette petite dame de Kiev dont l'appartement a été soufflé et il ne reste qu'une baignoire suspendue dans le vide. C'est ce Rav Douman qui veille sur le tombeau de Rabbi Nachman. Pour moi, c'est eux qui sont en avant. C'est les Juifs d'Ukraine. On va en parler d'ailleurs. C'est Zelensky. Ouais. Voilà. J'ai pas l'impression que je sois moi en avant. Après, qu'est-ce que je vous dis? Il y a des moments. Parce que vous êtes sur les images. Non, je ne suis pas sur les images, je suis sur certaines images. Je suis sur certaines images. Oui, quand vous interviewez les gens que vous rencontrez. Ben voilà, comment vous dire, quand la situation existe du fait de ma présence, dans un documentaire de ce genre, il y a deux sortes de choses. Il y a des situations sur lesquelles je tombe et que je filme. Et que vous commentez? Là, j'y suis pas, je les commente. Et puis, il y a des situations qui existent parce que ma présence les suscite. Je sais pas, la dernière scène du film, par exemple, ou l'avant-dernière scène. Je suis à Kherson, en face des positions russes, et il y a des snipers russes de l'autre côté du Dniepr qui tirent. Ils tirent pas sur le pape, ils tirent pas sur le vide, ils tirent pas sur le plein, sur vous, ils tirent sur moi. Ouais. Donc, il faut bien qu'on m'aperçoive. Alors, un an après, puisqu'on commémore le premier anniversaire de cette guerre, quelle est la principale leçon que vous tirez de cette guerre d'Ukraine? Principale leçon, c'est que dans l'histoire, il y a des grains de sable. Et tout était programmé pour que l'Ukraine soit écrasée et s'écrase, en gros. C'est ce que vous pensiez aussi il y a un an? Non, moi je ne le pensais pas. Non. Mais les chancelleries le pensaient, l'Amérique le pensait, Poutine le pensait, le monde entier le pensait. Que ça allait durer 3 semaines et que le peuple russe allait s'effondrer et que l'État allait s'effondrer. Il y a eu quelques grains de sable. Grain de sable numéro 1, Zelensky, qui 2 jours après l'invasion sort dans les rues de Kiev, tête nue, quasiment sous les bombes, en répondant au président américain « Je vous ai pas demandé un taxi, je vous ai demandé des fusils ». Deuxième grain de sable, le peuple d'Ukraine, qui ne se soumet pas, qui ne se couche pas, qui ne plie pas l'échine, qui résiste. Et troisième grain de sable, l'Occident, les opinions, l'Europe, l'Amérique. L'Occident qui s'est réveillé un peu plus tard. L'opinion, l'Occident qui ne s'est pas réveillé au moment de Kaboul, qui ne s'était pas réveillé au moment des Kurdes, dont Poutine d'ailleurs pensait qu'il ne se réveillerait toujours pas au moment du 3e cas, c'est-à-dire Kiev. Et puis, allez savoir pourquoi l'Occident s'est réveillé. Voilà, c'est comme ça. Donc, ce que je retiens, c'est que l'histoire, elle n'est jamais écrite. Elle est entre les mains des hommes. Il appartient aux hommes d'assister le Tout-Puissant dans son œuvre de création et de recréation du monde. Il appartient aux hommes, parfois, de le réparer. Et il appartient aux hommes d'être des grains de sable dans la mécanique huilée du monde, qui parfois la font tourner autrement. Alors, le grain de sable, Zelensky, dans votre film Une autre idée du monde, qui date de décembre 2021, Bernard-Henri Lévy, il y avait ce dialogue choc avec le président ukrainien, donc Volodymyr Zelensky, qui vous dit, les phrases de Zelensky, Poutine n'a pas de regard, est-ce que vous pensez pouvoir le faire rire, ou est-il incapable de rire, réponse de Zelensky, vous lui posez cette question, je ne veux pas, mais je peux. Comment l'amuseur Zelensky, Bernard-Henri Lévy, a pu devenir le héros de son peuple et du monde? Comment Et comment vous l'avez retrouvé à Paris quand il est venu il y a quelques jours? Je l'ai revu à Paris il y a quelques jours, je l'ai revu à Kiev, je l'ai revu pendant toute cette période. Et comment vous dire, comme toujours les héros, il est à la fois le même et métamorphosé. Il est métamorphosé parce qu'en effet, le clown est devenu un grand. Et un homme plus grand que lui-même et qui brave la mort. Et puis il est un peu le même parce qu'il avait probablement ça à l'intérieur de lui-même. D'ailleurs, lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, avant son élection en 2019, je m'étais permis, avec son autorisation, d'appeler, de prendre contact avec le président Macron et de lui dire il y a là quelque chose, je suis à Kiev, il se passe quelque chose d'énorme. Quelqu'un que tout le monde prend pour Coluche, c'est peut-être Reagan. J'ai pas dit Churchill parce que je n'imaginais jamais que la Russie commettrait cette folie d'envahir l'Ukraine. Mais c'est pas Coluche, c'est peut-être Reagan.
Donc j'avais senti quelque chose de cet ordre en lui. Et puis ça a tardé à se révéler, voilà. Et puis à la faveur, si j'ose dire, de la brûlure de cette guerre, c'est comme une encre sympathique qui apparaît sur sa grandeur cachée est apparue. Poutine, il a une grandeur cachée ou pas? Ah non, Poutine avait une grandeur affectée. Poutine était justement, c'est le roi est nu. Et il y avait une espèce de... Enfin, quelques nigauds croyaient à une grandeur poutinienne. Qui sont ces nigauds? En Occident? Le parti Poutine en France, le parti Poutine en Occident. C'est qui ce parti de Poutine en France? C'est un grand parti. J'espère qu'il ne deviendra pas un jour le premier parti de France, mais c'est un grand parti qui recrute... c'est en gros l'extrême droite, c'est une grande partie de l'extrême gauche. Et puis, c'est des gens de droite et de gauche libérale. Il y en a aussi, malheureusement, qui se laissent abuser par cette idée d'un Poutine défenseur des valeurs de l'Occident chrétien. Enfin, il vous dit ça aussi au nom de l'amitié franco-russe. Et de la splendeur de la Russie, de la culture russe. L'amitié franco-russe, elle passe pas par Poutine. L'amitié franco-russe, elle passe par ceux qui ont vraiment l'amitié franco-russe, qu'ils s'occupent de Navalny, qui croupit dans une geôle, qu'ils en parlent de cette amitié franco-russe avec Garry Kasparov, qui a des positions admirables. Qui va aux États-Unis et plus en Russie. Un ancien champion du monde d'échecs. Qui est toujours russe, qui a une deuxième nationalité slovène et qui vit provisoirement aux États-Unis. Qu'il parle avec Mikhail Khodorkovsky, l'ancien oligarque repenti, qui est une des figures aussi de cette opposition et de ce mouvement démocratique et de cette nouvelle dissidence russe. Mais Poutine est quand même soutenu par son peuple. Il est soutenu apparemment par son peuple. Il arrive que les peuples s'égarent. Hitler était soutenu par son peuple, Pétain était soutenu par son peuple, apparemment jusqu'au jour où le vernis a craqué et où les gens se sont réveillés. Vous faites la comparaison entre la Seconde Guerre mondiale et ce qui se passe en Ukraine, entre Poutine, Pétain, Hitler? Je fais toujours il faut toujours faire très attention aux comparaisons. Mais d'où cette question. Si comparaison, ça veut dire que les choses sont pas pareilles, sont pas identiques, mais qu'on peut les penser l'une par rapport à l'autre, oui, bien sûr. Je compare. Comparer, ça veut dire ça, ça veut pas dire identifier. Je dis pas que Poutine, c'est Hitler. Je dis que sur une échelle du mal, au sommet de laquelle il y a Hitler, sur cette échelle-là, il y a Poutine, oui. Il est pas loin. Il est sur cette échelle de la barbarie, de la cruauté, du crime contre l'humanité, d'actes génocidaires probables qui seront expertisés et jugés par la justice internationale le moment venu. Barbarie, votre livre, c'était il y a 46 ans, la barbarie à visage humain. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Barbarie à visage d'ailleurs humain ou non, barbarie à visage inhumain. Moi, j'ai eu l'affreux privilège, si j'ose dire, d'aller à Boutcha très peu de temps après le massacre. Et on voit les images. Et je dis affreux, affreux parce qu'on se remet pas bien et pas très vite de ce spectacle. Oui, parce que vous croisez la mort, les cadavres, la misère. Les cadavres, les visages des cadavres. On voit des photos, on voit des images. Moi, j'ai tout de suite la preuve qu'en effet, ce sont des meurtres commis de sang-froid par la soldatesque russe. Donc ça, c'est la barbarie pure et simple. Alors pour expliquer sa guerre en Ukraine, Poutine, depuis un an, il a fait référence à la Seconde Guerre mondiale, à la nécessité de dénazifier l'Ukraine. Zelensky, un nazi. Et le pouvoir ukrainien, des nazis. C'est une insulte à l'Ukraine, c'est une insulte à Zelensky, c'est une insulte au peuple juif, c'est une insulte à un homme... Pourquoi une insulte au peuple juif ? C'est une insulte à un homme dont 3 oncles ont été exterminés dans Zelensky, oui. Dire que le pays dirigé par Zelensky aujourd'hui est un pays qui doit être dénazifié, c'est une insulte à tout ça, c'est une insulte à la mémoire, c'est ignoble. Insulte à la mémoire, on vous parle de la mémoire, notamment Arnaud Klarsfeld qui vous reproche d'occulter les discours antisémites et de ne pas dénoncer la glorification des génocidaires en Ukraine depuis 2014. Il cite notamment le cas de Stéphane Bandera, antisémite collaborateur avec les nazis, dont des rues à Kiev portent toujours son nom.
Oui, mais vous savez, l'Ukraine, c'est pas un secret. Et il y a des gens qui le découvrent aujourd'hui. Moi, je le sais depuis toujours. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'esprit du judaïsme, que j'invite vos auditeurs à relire, où il y a un chapitre... Vous nous aviez parlé ici. Oui, où je parle de l'Ukraine. Et je dis que l'Ukraine, c'est un peu ma Ninive. Donc, évidemment que l'Ukraine est pécheresse. Évidemment qu'elle a été une terre de sang. Oui, mais est-ce que c'est toujours... Timothy Snyder. Attendez. Un. Mais deux, elle a été aussi une terre de justes. C'est probablement, je crois, dans le classement de Yad Vashem, c'est le 4e pays en nombre de justes parmi les nations. 2673 justes en Ukraine. Voilà. Donc, la Biélorussie, puisque c'est les limitrophes, 676, la Russie 215. Voilà. Donc c'est le pays du crime, c'est le pays de la résistance au crime, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important aujourd'hui, c'est que c'est un pays qui depuis 30 ans s'est engagé sur un chemin douloureux mais essentiel, qui est le chemin du travail de mémoire et le travail de deuil. Voilà. Et donc, moi, par rapport à la Shoah, vous dites, hein. Par rapport à la Shoah, par rapport au crime imprescriptible de la Shoah. Mais un crime imprescriptible, celui qui l'a commis le premier devoir, c'est de le penser, de s'en souvenir, oui, de mais le penser. C'est le cas Bandera. Oui. Donc des rues qui portent son nom. Oui. Bandera, qui est le héros des nationalistes ukrainiens. Donc des nationalistes ukrainiens qui se battent contre les Russes. D'abord, l'histoire Bandera est un tout petit peu plus complexe que ce qu'on en dit. Bandera, c'est aussi quelqu'un qui a passé l'essentiel de la guerre dans les geôles hitlériennes, qui a été emprisonné très vite par les hitlériens, qui est resté jusqu'à la fin de la guerre. Après, moi, je suis pas d'accord pour qu'il y ait des rues... Mais vous le dites à Zelensky, ça ? Mais je l'ai écrit. Non, mais est-ce que vous lui avez dit ? Est-ce que vous en avez parlé avec lui ? Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler à Zelensky, mais j'ai eu l'occasion d'en parler à des amis ukrainiens. Donc ça, c'est des questions, ça fait partie du chemin. On a commémoré les massacres, on a érigé des monuments qui sont les tombes absentes, des morts de Babillard. Dans la plupart des villes d'Ukraine, il y a des monuments à ces morts-là. Dans ce travail de mémoire, il va falloir un jour, oui, en venir à traiter la question de ces rues, de ces personnages, etc. Mais on peut pas, d'un côté, dire qu'il ne faut pas déboulonner les statues. Moi, je ne suis pas pour déboulonner les statues. Je suis pour réfléchir. Enfin, s'il y avait des rues pétées en France. Ah, ben évidemment. Mais évidemment. Ou Hitler en Allemagne. Mais bien sûr. Mais sauf que Bandera, c'est pas non plus Hitler. Mais bien sûr, tout ça fait partie de ce travail de pensée, de ce travail de mémoire que les Ukrainiens mènent et qu'ils devront mener, y compris après leur victoire. Alors, on va parler justement de la suite, victoire ou pas victoire, défaite ou pas défaite. On continue sur le judaïsme ukrainien. Toute cette mémoire juive, ça vous a poussé à faire, on va dire, ce pèlerinage à Ouman dont vous parlez, sur la tombe de Rabbi Nachman de Bratslav, maître de la pensée juive. Oui. Oui, mais pas seulement pour le film. Hein. Le tombeau de Rabbi Nachman, j'y suis allé plusieurs fois. Mais là, on voit dans la synagogue avec le rabbin et depuis longtemps. Donc, en effet, oui, dans le cadre, ce film, c'est un journal. C'est un journal de bord. Un journal de bord, oui, journal personnel, journal de bord. Et c'est vrai que j'ai eu envie, j'ai eu besoin pour le film, mais peut-être aussi un besoin intellectuel et spirituel, de retourner une fois de plus auprès du tombeau. Et pas pour Rosh Hashanah. En général, et quelques fois où j'y suis allé, c'était pour Rosh Hashanah. Là, il y a des foules qui viennent notamment d'Israël, mais là, aujourd'hui... Qui viennent de partout. Ouais. Des États-Unis, d'Europe centrale, d'Israël. Là, il n'y avait personne. Et j'étais heureux d'être là, au milieu des fureurs de la guerre, de me recueillir un moment dans cette petite yeshiva, auprès de ce tombeau, avec le Rav Nathan Ben-Noun qui veille sur le tombeau, c'est pour moi un moment important. Et vous citez cette phrase de Rabbi Nachman de Bratslav, « N'ayez pas peur ».
Oui, qui est attribué à juste titre au pape Jean-Paul II, mais que le pape Jean-Paul II a emprunté. C'est pour ça que je cite cette phrase. À Rabbi Nachman, oui, c'est une phrase de Rabbi Nachman. Et alors, vous faites intervenir donc ce rabbi Douman dans votre film, et il dit « L'Ukraine va gagner car l'Ukraine a raison », et il ajoute « La Russie n'est qu'un tigre de papier, et c'est pour cette raison que tout le monde doit aider l'Ukraine ». En tout cas, il y a deux informations là. La première, c'est qu'en effet, comme tous les Juifs d'Ukraine, ils sont derrière Zelensky. Il est derrière Zelensky. Il aide l'Ukraine. C'est pas le cas des Juifs de Russie, comme vous savez, puisque le grand rabbin de Moscou vient, il y a quelques semaines, d'exhorter les Juifs russes de quitter la Russie parce qu'ils considèrent qu'ils y sont en danger, dans un pays qui n'a pas commencé son travail de dénazification, qui n'a pas commencé son travail de mémoire, la Russie. Donc, la communauté juive ukrainienne, ce qu'il en reste, organisée et puis non organisée, est massivement derrière le Zelensky et derrière ses commandants. J'ai passé mon temps sur les fronts à rencontrer des héros juifs. On vous voit d'ailleurs au Mans avec un soldat portant une kippa, et vous-même vous avez une kippa quand vous êtes dans la synagogue. Oui, quand je suis à la synagogue, bien sûr, c'est la moindre des choses. C'est la seule circonstance de ma vie où j'en porte une. Mais bien sûr qu'il y a des soldats avec une kippa. Bien sûr que il y a des commandants d'Odessa ou d'ailleurs qui sont des juifs d'affirmation, et pas des juifs par hasard, des juifs d'affirmation, beaucoup. Donc ils sont derrière. Et ce que me dit le Rav, par ailleurs, c'est que Poutine est un tigre de papier. D'où le tient-il? En tout cas, il tient à me le dire. Devant la caméra. Et surtout devant le tombeau. Et devant le tombeau, bien sûr. C'est ça qu'il dit. Il me dit, je tiens à le dire devant le rabbi. Et il met la main sur le tombeau. Et il l'embrasse. Et il l'embrasse. Et c'est à ce moment-là qu'il dit que Poutine est un tigre de papier. Pour moi, ça, c'est une des scènes bouleversantes, à mes yeux, pour moi, du film. Mais c'est pour ça qu'on en parle. Et d'ailleurs, vous avez dit, je crois que c'est dans l'Express cette semaine, l'Ukraine d'aujourd'hui, par bien des points, rappelle Israël. D'abord, je n'ai pas rencontré un officier ukrainien qui m'ait dit qu'Israël est son modèle. Tsahal, la manière dont les guerres sont menées par Tsahal, l'idée de guerre morale, l'idée de la pureté des armes, tout ça, ce sont c'est un exemple. Vous dites, je n'ai pas entendu un officier ukrainien qui ait dit... Tous se réclament d'Israël. J'ai rencontré sans cesse pendant ce film des officiers me disant que leur modèle, sans cesse, c'est l'armée israélienne. Son économie des vies, des siens, son économie des vies civiles, et aussi sa manière de combattre l'ennemi. Ça, c'est une chose très importante. Et moi-même, je dois dire, oui, que dans la conduite de cette armée, je connais bien ça. J'ai couvert comme journaliste ou comme témoin toutes les guerres d'Israël depuis 50 ans. Donc je connais Tsahal, je l'ai vu en opération, et c'est vrai qu'à bien des traits, à bien des égards, par bien des traits, cette armée ukrainienne me rappelle Tsahal. L'Ukraine vous rappelle Israël? Oui, me rappelle Israël. C'est ce que vous avez dit, c'est votre déclaration. L'Ukraine me rappelle Israël, oui, c'est-à-dire que l'idée d'une petite nation assiégée, comptant sur ses propres forces pour se défendre à peu près seule, cette idée-là, oui, elle est là en Ukraine. Et quand vous écoutez les Ukrainiens, l'entourage de Zelensky, c'est ce qu'ils vous disent. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont si navrés de ne pas être davantage soutenu par Israël. Oui, parce que c'est ce que j'avais vous dire. Depuis un an, Israël a été plutôt neutre. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'était jeudi. La visite du ministre israélien des Affaires étrangères à Kiev, Eli Cohen, qui a affirmé qu'Israël était attaché à la souveraineté de l'Ukraine. Ça change la donne? D'abord, je crois que c'était
En vrai, comme ça depuis bien plus longtemps. Parce que l'opinion publique israélienne est globalement favorable à l'Ukraine. 2, parce qu'il y a des soldats, des vétérans israéliens qui se battent dans les rangs des régiments de volontaires. Non, mais il y a les relations ukrainiens qui sont différentes. Et 3, parce que et après, le gouvernement était, pour des raisons qu'on peut comprendre d'ailleurs, les Israéliens, ils sont eux tout près de la ligne de front, c'est-à-dire le Hezbollah. La Syrie. La Syrie. Et le Liban. La Syrie et le Liban. Et l'Iran derrière. On peut comprendre. Là, il y a eu une clarification très donc, opportune. Du ministre des Affaires étrangères. Du ministre des Affaires étrangères, très opportune à mon avis. Mais c'est pas ça. C'est que ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a d'autres pays au monde qui n'ont pas pris parti pour l'Ukraine. Beaucoup. Aux Nations Unies, vous savez comme moi, beaucoup d'abstentionnistes. Le seul pays... Qui représente des milliards d'individus. Les Ukrainiens s'en fichent, au fond. Enfin, en tout cas, ça n'a pas l'air de les empêcher de dormir. La seule neutralité qui les navre, qui les obsède, dont en tout cas, moi, je ne les ai cessé de m'entendre parler, c'est la neutralité d'Israël. Ça les rend malades. Alors, après, Zelensky, ça le rend malade ? Je crois, oui. Ouais. Je crois. Alors, et vous savez ce que disent aussi les détracteurs, et vos détracteurs, quelque part, que tout ce que vous dénoncez à propos de l'action de Poutine en Ukraine, Israël le fait à Gaza, ou l'a fait à Gaza. Vous l'avez entendu, ça ? J'aimerais savoir ce que... Attendez, ils se foutent de notre gueule, là. J'ai jamais vu Israël tirer dans le tas, massacrer des civils, taper des maternités, achever les prisonniers à la hache, comme les gens de Prigojine. C'est une... Comparer... Donc Wagner. Wagner, oui. Comparer ce que font les milices russes en Ukraine, comparer ça à ce que fait Tsahal à Gaza, c'est une infamie. C'est absolument immonde. Dans les guerres de Gaza, on peut en penser ce qu'on veut. Mais enfin, ce sont des guerres où tous les efforts possibles sont faits pour éviter des victimes civiles, pour éviter les victimes collatérales. Ce sont des guerres qu'Israël est forcé de faire. C'est quand Israël est le dos au mur, quand Israël reçoit des pluies de roquettes, qu'Israël se décide à attaquer. On ne peut pas faire le parallèle. Mais c'est pas qu'on peut pas faire, c'est que c'est un parallèle immonde. Dans le cas de l'Ukraine, c'est exactement l'inverse. Poutine se conduit, lui, comme le Hezbollah, qui sont ses alliés, par ailleurs. Un terroriste. Oui. Un État terroriste, la Russie. Un État, c'est même plus l'État voyou, c'est un État terroriste, attaquant un beau matin sans aucun litige de droit international un pays voisin, l'envahissant au mépris de la Charte des Nations Unies. Enfin, bref, c'est comparer ça à Israël est une infamie d'antisémite. Alors, infamie d'antisémite, vous dites ? Comparer. Ouais. Les guerres d'un côté, vous avez les guerres d'autodéfense d'Israël, ok ? Les guerres de Gaza, c'est des guerres d'autodéfense. La guerre du Liban, en 80, 81, c'est 82, c'était une guerre d'autodéfense. Comparez ça à la guerre d'agression de Poutine, c'est tout mélangé. Et quand on mélange tout et quand on renvoie les victimes et les bourreaux dos à dos et qu'on les confond, ça s'appelle la version moderne de l'antisémitisme. La version moderne de l'antisémitisme. Oui. Alors, un conflit sur le territoire européen à des fins impérialiste. On n'avait pas vu ça depuis longtemps, et pourtant, vous dénonciez le pire dès 2014, Bernard-Henri Lévy. Oui. Aurions-nous pu l'éviter ? Avons-nous détourné les yeux ? Écoutez, en tout cas, oui, c'est dans le film. Je suis navré d'avoir raison, mais enfin, c'est un fait. En 2014... j'ai eu l'honneur de me voir demander de m'exprimer sur le Maïdan, la place de la révolution de Kiev. Et j'ai dit les images, oui. Et j'ai dit à peu près ce qui est en train de se passer, à savoir que Poutine était un impérialiste, qu'il haïssait la démocratie, qu'il ferait tout pour empêcher un État démocratique de s'installer à ses portes, qu'il ferait et que les Occidentaux devraient avoir ne serait-ce que le dixième, une fraction du courage dont faisaient montre les Ukrainiens face à moi. J'ai dit ça, voilà. Et puis, ça n'a pas été... Ça n'a pas été, oui et non d'ailleurs, parce que à la suite de cela, j'ai accompagné, j'ai convaincu le président Hollande à l'époque de recevoir 2014. Les héros du Maïdan, qui s'appelait Vitali Klitschko, le maire de Kiev aujourd'hui, et
Petro Poroshenko, à l'époque assez Président, inconnu, futur ouais. président. Je les ai amenés à l'Élysée, dans son bureau, et puis quelque chose est né là. Mais voilà, mais Hollande, c'est la France, c'est pas le monde. La France, c'est pas le monde. Macron, est-ce que la France d'Emmanuel Macron, est-ce qu'Emmanuel Macron est à la hauteur depuis un an? Bien sûr qu'il est à la hauteur. Il est à la hauteur parce que ça m'énerve quand on... Là aussi, les gens sont... Vous savez, quand la lune et le doigt, le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Macron a toujours dit, théorème macronien, je suis du côté des Ukrainiens. 2, ils peuvent et ils doivent gagner. 3, je les accompagnerai jusqu'à la victoire. 4, qu'est-ce que c'est la victoire? C'est ce que eux, les Ukrainiens, décideront. C'est ce qu'a toujours dit Macron depuis le premier jour. Alors après, il a dit aussi qu'il fallait maintenir une ligne... Un dialogue avec Poutine. Une ligne ouverte Ouais. pour le jour où. Mais le jour où, Macron a toujours dit, c'est le jour que décideront les Ukrainiens. Voilà. Et il l'a dit, à mon avis, de manière au moins aussi claire que son homologue américain. Alors, vous êtes de ceux qui prenaient une méthode plus musclée, contre ce que vous appelez l'expansionnisme de Poutine. Concrètement, que doit-on mettre en œuvre selon vous? Et après les livraisons de chars, Zelensky réclame désormais des avions, des missiles longue portée. Quelles sont les limites pour éviter une escalade irréversible du conflit? Ou est-ce que l'escalade, elle est déjà là? L'escalade, elle est déjà là. Et les dizaines de milliers de morts, peut-être les centaines, ils sont morts pour toujours. Donc c'est de l'irréversible. Qu'est-ce que je vous dis? Quelle escalade? La seule manière de faire en sorte que ça n'escalade pas... Irréversible, ça veut dire aussi que c'est une rupture entre les deux peuples, peuple russe, peuple ukrainien. Mais hélas, la rupture, elle est consommée. Elle est là. Il faudra que le temps fasse son œuvre, comme il l'a fait entre les Français et les Allemands, comme il l'a fait dans d'autres cas historiques. On verra bien. Pour l'instant, l'urgence, c'est en effet d'arrêter l'escalade. Et comment? En livrant des armes ou en arrêtant? Pour arrêter, mais oui, pour arrêter l'escalade, il n'y a qu'un moyen, c'est ce que tous les gens qui ont réfléchi sur la guerre depuis Clausewitz nous disent. Il faut que l'agressé signifie à l'agresseur que lui, l'agressé, va l'emporter, qu'il faut qu'il s'arrête. Et vous entendez ceux qui disent, justement, pour arrêter l'escalade, il faut cesser de livrer des armes hyper sophistiquées aux Ukrainiens. Mais c'est l'inverse, parce que les Ukrainiens continueront de résister, les Russes continueront d'attaquer, et ça va durer des années, et il y aura des morts et des morts qui s'ajouteront aux morts. La seule façon d'arrêter cette guerre, c'est de permettre aux Ukrainiens de la gagner, et de la gagner vite. Ça veut dire que vous ne croyez pas à l'efficacité de la diplomatie contre Poutine, face à Poutine? Avec Poutine, non. Parce qu'il a fait la preuve, je ne crois pas à l'efficacité diplomatique, parce qu'il a fait la preuve qu'il n'avait pas de parole, qu'il signait des traités qu'il n'honorait pas, et qu'il était un spécialiste du révisionnisme historique. Donc c'est très difficile, je me mets à la place des diplomates. Il peut peut-être essayer, mais c'est peine perdue. Voilà, c'est peine perdue. Discuter avec les successeurs de Poutine, forcément. Avec la Russie d'après-demain, forcément. Mais avec Poutine, non, il n'y a pas de discussion. Il faut, aujourd'hui... il a mis le monde dans la situation terrible d'avoir à l'obliger à capituler. Alors la Russie semble en tout cas se diriger vers une nouvelle étape de la guerre, avec une guerre massive, avec encore plus de troupes, plus d'armement. Êtes-vous toujours aussi confiant, parce que vous disiez au début de cette émission, quant à la victoire de l'Ukraine? Est-ce que l'Ukraine peut encore gagner, va gagner? Oui, je n'ai pas changé d'avis, c'est la thèse de mon film, et je n'ai pas changé d'un iota. Pour une raison très simple, vous savez, c'est que vous pouvez mettre toute la chair à canon que vous voulez d'un côté, quand vous avez de l'autre côté des femmes et des hommes qui ne sont pas de la chair à canon, qui savent pourquoi ils se battent, qui se battent pour des valeurs nobles, qui se battent pour défendre leur pays et pour défendre une idée, en l'occurrence l'idée de l'Europe. Il n'y a pas photo. La chair à canon, hélas pour elle, c'est pas elle qui l'emporte. Que signifierait la victoire de la Russie de Poutine? Que signifierait une victoire de l'Ukraine de Zelensky et la défaite de Poutine, la défaite de Zelensky? Écoutez, la victoire de Poutine, je n'ose l'imaginer, et je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas de raison de l'imaginer, car elle n'arrivera pas. Elle signifierait
un désordre international extrême. Elle signifierait que tous les alliés de Poutine, c'est-à-dire l'Iran, c'est-à-dire les talibans en Afghanistan, les islamistes radicaux en Tchétchénie, relèveraient la tête et croiraient que le jour de gloire est arrivé. Ça voudrait dire que la Chine penserait que l'Amérique, pour le coup, est un tigre de papier. Et la Chine, on voit le président chinois qui va en Iran bientôt. Là. L'axe, il est là. Je l'ai décrit dans l'Empire et les Cinq Rois. L'axe, il est là. C'est l'Iran, la Chine, la Turquie, la Russie et l'islam radical sunnite. Ça, c'est l'axe. Et c'est celui qu'on voit s'organiser autour de Poutine. Vous avez à la fois les talibans et l'Iran, vous avez la Chine et Erdogan, qui joue un jeu trouble, mais qui en gros est quand même, comme dit l'éditorial de Gernel ce matin, cette semaine dans Le Point, ce Poutine que l'on ne saurait voir. Bien. Donc là, l'axe est là. Donc, en cas de victoire de Poutine, ce serait une victoire pour l'axe. Et donc, l'axe du mal ? Pas du mal, l'axe des régimes autoritaires, totalitaires, qui en veulent à l'Occident, qui en veulent au principe de liberté, qui en veulent à la France et qui nous ont déclaré la guerre. La victoire de Zelensky ou la défaite de Zelensky et de l'Ukraine. Eh ben, ça veut dire que l'Iran se calmerait. Ouais. Ça veut dire que la Chine... La victoire de Zelensky. La victoire de Zelensky signifierait que l'Iran se calmerait, que la Chine penserait que c'est pas une si bonne idée d'envahir Taïwan, que Erdogan arrêterait d'envoyer ses tueurs et ses terroristes en Allemagne et sans doute en France, et que les gens financés par Kadyrov, c'est-à-dire les terroristes daéchiens, mettons, rentreraient aussi dans leur coquille. Voilà, ou un peu. C'est quelque part l'intérêt, entre guillemets, de l'Occident et de l'Europe. La victoire de Zelensky. Mais pas entre guillemets, c'est l'intérêt absolu. Cette internationale-là, c'est une internationale. L'internationale des 5 que je vous décris. J'ai raconté cela dans un livre au titre biblique, tiré d'ailleurs de commentaires rabbiniques, L'Empire et les 5 rois. Bien. Les 5 rois, qui sont les 5 que je viens de nommer, ils sont à l'offensive. Contre qui ? Contre leur peuple, d'abord, mais contre nous occidentaux, contre nous européens, contre nous français et accessoirement contre nous juifs. Ils sont à l'offensive. Donc, c'est pas quelque part entre guillemets, ce sont nos ennemis, ils nous ont désignés comme tels. Et vous savez, dans la théorie de la guerre, selon tous les polémologues, de Clausewitz à Julien Freund, l'ennemi, c'est pas celui qu'on a décidé tel, c'est celui qui nous désigne tel. Nous, on n'est pas... On a c'est d'ailleurs la grandeur de l'Occident et des démocraties, c'est ils n'ont pas d'ennemis, ils ne désignent pas des ennemis. Ils vivent dans un monde, ils rêvent d'un monde sans ennemis, puis un beau jour, on leur déclare la guerre. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se couchent ou ils restent debout ? Alors, ils se couchent ou ils restent debout. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de fatigue des populations, notamment en Europe et en Occident, vis-à-vis de la guerre en Ukraine ? Bien sûr qu'il y a un risque. Bah, évidemment qu'il y a un risque. Quand tu vois la crise, l'inflation... Et c'est pour ça que j'ai fait ce film, c'est pour ça que j'ai décidé de le sortir. J'ai eu une vraie hésitation. Ce journal de bord qui est ce film. Est-ce que je continue ou est-ce que je coupe ? Voilà. C'est ce que vous dites au début du film. Oui, mais c'est aussi ce que je dis à la fin, parce que c'est une vraie question. Comment on finit quand un événement est en cours ? À quel moment on arrête ? Quel moment on arrête ? J'ai arrêté parce que je pense en effet que ce risque de fatigue existe, parce que je sens monter une sale petite musique. Qu'est-ce que c'est que ce petit Zelensky qui nous demande, qui nous coûte tellement alors qu'on lui doit rien ? Qu'est-ce que c'est que ces façons de nous terroriser, de jamais dire merci ? Et ça nous fait monter le prix du gaz et ça fait baisser les chauffages d'1 degré. Je sens ça qui monte. Et contre ça qui monte, en effet, j'ai décidé de sortir ce film qui montre que cette guerre, hélas, c'est la nôtre. Est-ce que ça vous fait mal aussi, cette russophobie ambiante en Occident, en France ? Puis donc, la russophobie est une bêtise. Russophobie, oui. La russophobie est une bêtise. Il y a des Russes admirables, et puis il y a une culture russe admirable. Donc il faut sauver... Aujourd'hui, il faut sauver la Russie d'elle-même. Qui humilie la Russie aujourd'hui ? Qui déshonore la Russie ? Vous allez nous dire c'est Poutine. Je vais vous dire que c'est Poutine. C'est ce que les Russes raisonnables disent, c'est Poutine. Poutine les déshonore. Donc ça veut dire que la solution ne peut venir que de l'intérieur ?
Puisque vous dites qu'après Poutine, ce dont vous rêvez, c'est d'un autre régime en Russie. Moi, je suis à peu près dans l'état où j'étais en 1987-88, ou même encore avant. Je voyais un ordre de fer qui régnait sur l'Union soviétique. J'entendais des experts qui disaient « ça bougera jamais, c'est comme ça pour l'éternité ». Et moi, j'avais une petite musique en moi qui disait « mais c'est pas si sûr ». Ah oui. Bah oui, les nouveaux philosophes, c'était ça. Et aujourd'hui, on est en quoi, 88, 89 j'espère, moi, qu'on est en 88. Vous savez, j'oublierai, il y a une autre image qui est moins heureuse, parce que l'événement qui a suivi n'était pas très bon, mais Lénine, en octobre-novembre 1916, quelques mois avant la Révolution, il voit Nicolas II au balcon du Palais d'Hiver, acclamé par la foule, et il pleure, Lénine. Il dit, c'est foutu. Il n'y aura plus jamais la révolution. Donc il ne faut jamais perdre espoir. Donc il ne faut jamais perdre espoir, oui. Et alors justement, vous êtes allé depuis 50 ans à la rencontre de l'horreur, Bernard-Henri Lévy, de l'ignominie, des massacres, des génocides du siècle dernier et de ces dernières années. Est-ce que malgré tout ça, vous croyez encore en l'homme, vous croyez encore en l'humanité ? C'est bien parce que je crois en l'humanité que je me donne tout ce mal. Et que je vais à Ninive. J'irais pas à Ninive si je croyais pas en l'homme et en l'humanité, si je croyais pas en la rédemption, si je croyais pas et si je croyais pas, par parenthèse, que l'esprit du judaïsme, ce petit aiguillon qu'est l'être juif, il sert aussi à ça, à escorter les nations, à les accompagner c'est ce qu'on a vu sur le chemin de leur propre rédemption. C'est ce qu'on a vu dans les images que vous avez filmées du côté de l'Irak, des Kurdes, ainsi de suite, tout au long de ces dernières années. Vous avez passé 3 mois sur le front ukrainien, septembre à décembre. Ça fait 4. Hein. 4 mois. Et puis avant de février à juin aussi. 4 mois pour vous réaliser ce film. Et à votre retour en France, vous découvrez un pays révolté contre la réforme des retraites et un hémicycle de l'Assemblée nationale que certains comparent à une ZAD créée par les députés LFI. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Honnêtement, je vois ça d'un peu loin et je vous promets, c'est pas de la, c'est pas une, mais c'est vrai que quand on a vu ce que j'ai vu pendant ces 4 mois plus 4, j'ai un peu de mal à m'intéresser aux gesticulations de Mélenchon et aux palinodies et à la dédiabolisation de Mme Le Pen. Je sais que c'est très important, et rassurez-vous, je ne vais pas tarder à m'y intéresser. Mais là, je suis honnête. Aujourd'hui, comparé à ce que j'ai vu à Boutcha, ma question, comparé à ce que j'ai vu à Kherson, comparé à tout ça, j'ai du mal. Pour revenir à votre film, justement, Emmanuel Todd, Edgar Morin, côté intellectuel, Hubert Védrine, Pierre Lelouch, côté politique, alerte contre un risque d'escalade du conflit. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Certains évoquent une 3e guerre mondiale. Est-ce que c'est un risque qu'il faut prendre au sérieux ? Mais bien sûr que c'est un risque qu'il faut prendre au sérieux, puisque c'est ce dont nous menacent les Russes. La télévision russe nous dit ça tous les jours. Les idéologues russes nous le répètent le lendemain. Poutine laisse planer la menace. Donc évidemment qu'il faut prendre le risque au sérieux. Mais éventuellement une guerre nucléaire. La seule manière... Attendez, imaginez une seconde, Frédéric Azida, imaginez une seconde, qu'à cause de cette menace, on décide de céder à Poutine, de lui donner tout ce qu'il veut parce qu'on cède au chantage. Quelles conséquences ? Attendez, vous êtes n'importe quel pays du monde qui a un peu de moyens, et qui a quelques ambitions territoriales, mais vous vous dotez de l'arme nucléaire, mais dans les plus brefs délais. Et on assiste à quoi ? On assiste à une prolifération nucléaire comme aucun fou... Déferlement atomique. Évidemment. S'il est prouvé... Attendez, c'est un moment très important. S'il est prouvé qu'il suffit de brandir la menace nucléaire pour que les démocraties se couchent, mais tous les pays qui en ont les moyens vont se doter des moyens d'exercer la menace. Et on va vivre dans un état de danger permanent, de prolifération. Et là, je peux vous dire que les dangers que voyaient des gens comme Camus et autres après Hiroshima, ils vont devenir sacrément présents. Donc, autrement dit, bien sûr que la situation est grave et qu'il faut parler de tout cela avec crainte et tremblement. Mais le seul remède à cette escalade, la seule façon d'empêcher l'escalade, la seule façon d'empêcher la prolifération, c'est d'arrêter le maître chanteur. Arrêter le maître chanteur. Comment on passe quand même de la guerre à la paix ? Par la défaite. La défaite Par la défaite de l'agresseur, par la défaite de celui qui est le responsable, seul, unique, de cette immense folie. Donc la défaite de Poutine, donc il faut que l'Occident soit derrière Zelensky jusqu'au bout. Il faut que l'Occident comprenne
qui fait pas des cadeaux à Zelensky, que Zelensky c'est le rempart de l'Europe, c'est le rempart de l'Occident, c'est le rempart contre les bandes de repris de justice de Prigojine, que c'est le rempart contre les islamistes de Kadyrov. Zelensky, il fait rempart. Donc, il fait rempart, il faut lui donner ce dont il pense avoir besoin pour qu'il fasse sa fonction de rempart. Excusez-moi, il faut être logique. Dernière image du film, dernière parole du film. Vos paroles. Vous parlez de résistance, d'esprit de résistance. C'est important. De résistance et de d'esprit de résistance. Oui, l'esprit de résistance. Ben, il y a la résistance là-bas, et puis il y a l'esprit de résistance ici. En France, il y a les deux. Hein. Il y a le côté, il y a l'esprit munichois. C'est quoi l'esprit munichois, précisez-le? Ben, l'esprit munichois, c'est de se dire que à tout prix, sauver provisoirement la paix, même si c'est au prix d'une guerre bien plus grave et bien plus dévastatrice quelques mois ou quelques années plus tard. La paix tout de suite. Et l'esprit de résistance? Ben, l'esprit de résistance, c'est d'arrêter l'assassin, d'arrêter le pyromane quand on le peut. Merci en tout cas. Avant de conclure, Bernard-Henri Lévy, je rappelle que votre film Slava Ukraini sort le 22 février en salle, la semaine prochaine. Merci en tout cas d'avoir accepté de participer à cette émission. Bonne fin de journée. Et il y aura une avant-première d'ailleurs publique à laquelle je serai sans doute, sûrement même le premier jour, le jour de la sortie, au cinéma L'Arlequin. Cinéma L'Arlequin pour nos auditeurs. Voilà. Cinéma L'Arlequin, 22 février, en salle, auprès avec Bernard-Henri Lévy. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.